En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Cette personnalité qui négociait un poste dans le gouvernement au Cameroun, et vous savez ce qu'il a offert, donné en offrande, dites-nous, en contrepartie? Eh bien, sa petite fille qui avait 16 ans et qui était pucelle a été offerte en offrande à un vieillard complètement croulant. Le Cameroun, c'est clairement une mafia, hein. On ne le dit pas assez, mais c'est clairement une mafia. C'est des gens qui s'en foutent des Camerounais. Mais alors, comme vous n'avez pas d'idée, hein, c'est pour ça qu'ils rigolent. Hein. Plus les gens se plaignent, plus ils excellent dans l'arrogance, la morgue. Et donc je creuse, et puis je découvre que tout un haut responsable de la présidence de la République du Cameroun a pris sur lui de mettre un coup de pression au propriétaire de ce réseau en lui disant tu nous dégages cette chaîne-là très très vite parce qu'ils ne sont pas avec nous. Je sais que ces gens ont besoin d'être bousculés parce que c'est des jouisseurs qui ont été habitués à un certain rythme de vie, aux privilèges, et ils ne sont pas prêts à renoncer. Vous savez qu'on a la quasi-totalité de notre gouvernement composé de malades. Et donc on demande à des malades de se projeter pour le bien de la société de demain. Vous vous rendez compte, c'est quasiment inhumain. Ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons une tentative de hold-up des moins qualifiés du système. En 1982, le président Paul Biya a dit rigueur, moralisation, justice sociale, etc. 30 ans plus tard, nous sommes dans la vente du sperme. On boit le sang, on égorge les enfants. Donc il faut se souvenir de la mémoire de ces gens et se dire, est-ce qu'ils vont mourir en vain? Tous ces gens-là qui nous disent tous les jours, je veux voir mes enfants grandir, moi je leur dis, moi je préfère voir mes enfants s'épanouir. Voilà. Parce que si c'est grandir sans épanouissement, je ne sais pas si ça a du sens. Bon voilà, vous voulez entrer dans le gouvernement, donc est-ce que vous êtes prêts aux horreurs? C'est quoi les horreurs? Bon, les horreurs, c'est que on va vous coucher vous, votre femme, peut-être les enfants. Il me souviens que il y a une dizaine ou quinzaine d'années au bourg, une scène ahurissante que j'ai vue ici à Paris, hein, à Neuilly. Une personnalité, bon, je vais pas donner, il est plus de ce monde, et puis il a une famille dont j'ai pas envie de tirer sur sa mémoire. De tirer sur sa mémoire, mais cette personnalité qui négociait un poste dans le gouvernement au Cameroun. Et vous savez ce qu'il a offert, donné en offrande, dites-nous, en contrepartie? Eh bien, sa petite fille qui avait 16 ans et qui était pucelle a été offerte en offrande à un vieillard complètement croulant. Ça s'est passé à Neuilly, c'était 500 000 €, je crois qu'il avait touché, un truc comme ça, à l'époque, plus la virginité de sa petite fille, pour entrer au gouvernement. En plus, il a été au gouvernement de manière très éphémère. Donc voilà comment ça fonctionne au Cameroun sous l'ère Biya, et les gens qui fonctionnent comme ça ne sont pas du tout mus par l'idée de grandeur, l'idée de créer un pays prospère pour tous. C'est des gens qui s'en foutent des Camerounais, mais alors, comme vous n'avez pas d'idée, hein, c'est pour ça qu'ils rigolent, hein, plus les gens se plaignent, plus ils excellent dans l'arrogance, la morgue, ouais, parce qu'on la voit. Est-ce que vous les avez entendus, ces gens, se remettre en question? Jamais. Hein, ils sont plutôt en mode, bon voilà, des enfants dans une boutique de jouets, quoi. Vous avez n'importe qui se retrouve à la tête des services secrets du Cameroun. Ça va être quoi son travail? Son travail, ça va être de régler les comptes, d'aider les amis dans leur petite rapine au quartier. Voilà un peu à quel niveau est le Cameroun aujourd'hui. C'est pour ça que les Camerounais doivent se souvenir qu'il y a des gens comme Atéba Yéné, hein, c'est pas très loin. Parce que je voulais parler tous les pères des indépendantistes, mais peut-être que c'est loin pour les générations actuelles, mais il y a des gens comme Atéba Yéné qui sont décédés, qui sont morts, parce qu'ils portaient un idéal pour ce pays. Moi, je me souviens, j'étais dirigeant d'un média à Yaoundé, et puis toutes les semaines on recevait des courriers de la Rose Croix d'Or, je me rappelle comme si c'était hier, mettant une pression terrible, ouais, venez à nos réunions et tout, et puis un jour un mec est venu dans mon bureau, il a posé ses 2 pieds sur la table, et il m'a dit, bon voilà, si vous ne rentrez pas dans nos fraternelles, vous aurez jamais rien, c'est vrai, vous êtes brillant, vous êtes bon. Et on a vu, hein, il a tenu sa parole. Là, sa parole, c'est qu'on était la radio qui était la plus écoutée à l'époque. Mais voilà, on tirait un peu le diable par la queue. Pas de gros contrats publicitaires, parce que tout ça a été contrôlé par une petite caste, justement, des gens qui se voient le soir, des gens qui se voient nus, qui entretiennent des petits rapports coquins. Et pour nous, il n'y a rien, quoi. Donc à l'époque, je me rappelle, j'ai dû inventer un nouveau modèle économique pour qu'on puisse joindre les deux bouts. Le Cameroun, c'est clairement une mafia, hein.
on ne le dit pas assez, mais c'est clairement une mafia. C'est un pays où, quand j'ai dit aux gens, c'est pas la peine de perdre votre argent ou de perdre votre image en amenant des investisseurs là-bas, parce que ce qui s'y passe, on connaît. Là, sur le projet global, je me rappelle que pendant que j'y étais, un matin, on se rend compte qu'il y a un câbleau qui ne nous diffuse plus. Et donc, je creuse, et puis je découvre que tout un haut responsable de la présidence de la République du Cameroun a pris sur lui de mettre un coup de pression au propriétaire de ce réseau en lui disant: tu nous dégages cette chaîne-là très très vite, parce qu'ils ne sont pas avec nous. Vous comprenez un peu? Et donc, si je n'avais pas un niveau d'influence me permettant d'avoir cette information, on aurait eu des difficultés sans jamais savoir. Donc, on est vraiment dans une mafia. Je me rappelle toujours pour le même projet que du jour au lendemain, je me suis retrouvé à voir des gens qui sont venus en infiltration dans la chaîne pour venir la détruire de l'intérieur. Heureusement que j'ai de la bouteille, je suis pas né de la dernière pluie, je peux être instructeur, hein, même dans nos services secrets là-bas. Donc, j'ai vu ça venir de loin, mais vous voyez, c'était moi. Imaginez donc des gens simples qui n'ont pour eux que leur bonne volonté et puis leur naïveté, et ben ils sont broyés comme ça. On a des gens dont les investissements sont détruits à partir d'une construction bien pensée et tout, mais qui ne savent pas ce qui leur est arrivé. Ils savent juste que du jour au lendemain, s'ils ont investi dans la pisciculture, ils se retrouvent avec tous les poissons qui sont morts, mais ils ont été empoisonnés par des mains criminelles. Et c'est l'État du Cameroun et toute la mafia, tous ces gens qui sont en haut, là, qui sont derrière ça, quoi. Donc on peut clairement pas continuer avec une telle république. Je sais que ces gens ont besoin d'être bousculés parce que c'est des jouisseurs qui ont été habitués à un certain rythme de vie, aux privilèges, et ils ne sont pas prêts à renoncer. Vous savez qu'on a la quasi-totalité de notre gouvernement composé de malades. Et donc on demande à des malades de se projeter pour le bien de la société de demain. Vous vous rendez compte, c'est quasiment inhumain. La quasi-totalité de ces gens n'en ont rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des distributeurs automatiques de maladies à des jeunes qui sont dans la précarité. Ils profitent du fait que ces derniers n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas à manger, et donc à ce titre-là, ils refilent des maladies sexuellement transmissibles à tous ces jeunes. Voilà le travail que ces gens font. Hein. Infecter des gens bien portants, c'est ça le projet de société qu'ils ont pour le Cameroun. En clair, détruire la jeunesse, parce qu'ils n'imaginent pas, et il faut que les Camerounais le comprennent aujourd'hui. Ces gens sont en échec, c'est clair, et ils ne veulent surtout pas qu'après eux, qu'il y ait quelque chose de positif qui puisse émerger, pour ne pas être sanctionnés par le tribunal de l'histoire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent le va-tout, la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'il faut que, s'ils doivent partir, qu'ils brûlent tout, de telle sorte que dans 3-4 ans, que les gens se retrouvent à se dire: ah, on était quand même mieux avec eux, c'était pas bien, mais on était mieux avec eux. Donc voilà ce qu'ils jouent aujourd'hui, ce qui se trame. C'est pour ça que nous assistons à tout ce qu'on voit. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, et on va voir les images. Regardez cette salle. En tout cas, j'ai pu voir les consultations, ou plutôt les rencontres avec les élites du centre. Regardez la configuration de la salle. Vous voyez que des gens du 3e âge. Et ce sont des gens du 3e âge qui sont appelés à décider, à se prononcer, à se projeter pour l'avenir des Camerounais de la nouvelle génération. Vous trouvez que c'est normal? Certainement pas. À quel moment les petits-fils de Famé Ndongo vont travailler si ces derniers sont ad vitam aeternam aux affaires? Leurs enfants, leurs petits-fils, ils travaillent à quel moment? Attention, M. Morgan Palmer. Oui. Nos informations nous disent que leurs enfants sont déjà aux affaires. Travaillent peut-être, mais avec des patronymes qui peut-être ne sont pas les leurs. Mais ils sont déjà aux affaires. Oui, tout à fait. Bon, c'était quand je disais leurs enfants, c'est pas forcément les leurs. Les leurs. Ouais. Bon, parce que les leurs, nous savons ce qui se passe aujourd'hui. Le Cameroun est régenté par ces gangs, par ce gang organisé qui se refilent des prébendes entre eux. Ils ont mis quasiment au pas toutes les grandes écoles de la République qui aboutissent à des carrières, et ce sont les leurs qui sont là-bas au mépris du mérite républicain. Donc ça n'existe plus dans notre société. Et donc voilà, moi je le disais de manière absolue. Quand on a un type qui a 80 ans, on a vu par exemple les démissions des ministres, et quand on entend un type comme Bello Bouba dire qu'il va être candidat à la présidentielle à plus de 76 ans passés, mais c'est une blague ou il est sérieux? On est face à un truc de sorcier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant toute sa carrière dans le Nord Cameroun, il n'a pas pu créer des vocations, il n'y a pas de jeunes personnes pouvant prendre le relais. Donc bref, aujourd'hui, nous avons clairement face à nous des gens qui sont habités par une mauvaise volonté, des gens qui ont une nature criminelle qui s'exprime depuis de nombreuses années, et ces gens-là, ils ne partiront pas parce qu'on leur demande de partir ou parce qu'ils ont perdu par les urnes. Ils partiront parce qu'on leur file un coup de pied au cul, et c'est que de cette manière que les choses pourront être réglées. En fait, si on vous suit, cette cacophonie,
aussi la réalité d'un régime à bout de souffle. Ben oui, le régime, quand on dit à bout de souffle, est-ce qu'il a déjà eu du souffle un jour? S'il avait eu du souffle, on aurait vu les résultats en termes de transformation du Cameroun. En fin de règne alors? Oui, en fin de règne, on aurait vu des résultats. Bon, on a vu ces gens quand même hériter d'un pays qui était prometteur. Ahidjo avait réussi à créer quand même un tissu d'industrie tapissé dans les terroirs. À l'époque, ils ont hérité d'un pays qui était prometteur. On avait un tissu de PME reparti dans l'ensemble du territoire qui permettait de fixer les populations sur place, maîtriser les phénomènes d'exode rural, on ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? De la Célucam, de toutes les autres boîtes, ils ont tué. À Kamship, on avait les chantiers navals qui marchaient bien. Au Cameroun, tout ce qu'ils ont pu faire, en bon adepte de la kakistrographie, c'est de mettre en prison des gens qui travaillaient, des gens comme Forgidam et beaucoup d'autres, des gens comme Iya Mohamed, de la Sodé-Coton. Pourtant, ils avaient des bons résultats. Même des gens comme Dieudonné Ambassadant, que moi j'ai connu ministre des Travaux publics à Yaoundé, et j'ai vu ce qu'il faisait, l'humilité avec laquelle il abordait le pouvoir, et tout un type comme ça, il est aujourd'hui en exil depuis des années. Pourquoi? Mais parce qu'ils essaient de travailler. Donc non, ces gens, c'est des criminels, et je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut négocier avec eux. Mais ils veulent pousser leur criminalité au point de laisser le pays dans un état où tel que les gens puissent les regretter. C'est-à-dire regretter le mal dans lequel on est déjà aujourd'hui, quoi. Dites-nous, M. Bokar-Palmer, le Cameroun est-il véritablement un paradis confidentiel? Au niveau des potentialités, tout le monde s'accorde à le dire. C'est un pays où vous aviez des troupeaux de 300-400 éléphants dans le nord du Cameroun, mieux qu'au Kenya. Et tout, c'est un potentiel sur le plan touristique. Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. C'est pour ça que les gens comme M. Belouba sont complètement disqualifiés, quoi. Il était ministre du tourisme et tout, originaire d'une région avec un gros potentiel. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Nous avons un pays qui a un accès maritime qui est assez important. Aujourd'hui, on voit que même les nouvelles réserves de pétrole, de gaz découvertes au large de la Guinée équatoriale à Yoyo et compagnie aujourd'hui, qu'est-ce que ces gens en font? Alors qu'on a de quoi créer de la prospérité au Cameroun pour les 100 prochaines années, de telle sorte que plus personne ne paye de courant électrique, d'eau et compagnie, que la ressource soit repartie pour tout le monde, que les soins de santé soient gratuits pour tous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de ça? Ils sont venus dealer ça avec des partenaires internationaux pour se maintenir au pouvoir. Donc non, on renonce à ça, on vous laisse tout ça, mais soutenez-nous. Les ressources du Cameroun sont les ressources de tous les Camerounais. Qu'est-ce qui donne le pouvoir à un Camerounais d'en jouir plus que d'autres Camerounais? Qu'est-ce qui leur donne ce pouvoir? Il y a deux alternatives. Soit on va s'asseoir autour d'une table, repenser un projet civilisationnel qui inclut quoi? Qui inclut la question de la redistribution des richesses et puis le type de gouvernance. Parce qu'on ne peut plus continuer à dire que pour être ministre, il faut qu'on soit dans une loge. Ça ne doit plus continuer ça au Cameroun. Donc si ça doit être comme ça, eh bien ceux qui ont des loges, ils vont créer leur état, l'état des loges. Ceux qui aiment coucher, ils vont créer l'état de ceux qui couchent. Et nous autres qui ne voulons pas de ça, forcément on sera dans notre endroit. On est clairement en train d'aller vers un partitionnement du Cameroun. Qu'est-ce qui sépare le Cameroun du premier état de l'AES? C'est un fleuve, le lac Tchad. Bien sûr. Vous pensez que les gens qui sont là-bas, les gens qui sont maltraités, les populations tout pourries, les Moundans, tous les Kirdis qui sont laissés à l'abandon depuis de nombreuses années, vous pensez qu'ils vont continuer à vouloir rester comme ça? Ça va pas se passer de cette manière. Il y a aujourd'hui clairement, moi je vous le dis, si vous n'avez pas ces informations, je vous les donne. Il y a clairement aujourd'hui au Cameroun une volonté des peuples d'aller à leur autodétermination et à faire sécession. C'est-à-dire que les personnes ne veulent plus accepter qu'on ait un billard qui vienne exploiter à 400 km de son village du bois dans une région où il ne donne du travail à personne. Il ne paye pas d'impôts, il ne développe pas la région et tout. Donc il y a même pas, ça crée pas d'effet multiplicateur son activité. Les gens ne sont plus prêts à accepter ça. Vous entendez ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leur chair au Cameroun. Nous on est au courant de ça. Dans la police, je me souviens, il y avait un général à la présidence de la République du Cameroun. Son bureau était devenu le mur des lamentations. Parce que tous les jeunes soldats et tout qui étaient là-bas, de garde là-bas, ils sont retrouvés pris dans l'étau des hauts gradés qui les obligeaient à coucher, à coucher des hommes. Et donc ces petits, pour échapper, étaient obligés d'aller se réfugier dans le bureau de ce général-là, le général Melingui, pour ne rien cacher. Comment? Pour ne pas le citer?
Oui, le général Melingui. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces réseaux-là, organisés, ils ont tout fait pour faire partir le général Melingui de la présidence, pour avoir un libre accès à ces petites gens. Vous croyez que ces gens sont heureux? Ce sont nos parents, ce sont nos familles qui travaillent dans tous ces services de l'État. Nous avons ces informations. Est-ce qu'on doit continuer comme ça, Monsieur Mouda, à votre avis? Ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons une tentative de hold-up des moins qualifiés du système. Je vous dis bien des moins qualifiés du système. Il le dit d'ailleurs. Oui.